passer de la lumière intestinale vers l'entérocyte, il va traverser le pôle apical. Ceci se fait par une diffusion facilitée. Qui dit facilité dit facile par un transporteur qui est sous la dépendance de la vitamine D. Et il sera transporté à l'intérieur de la cellule par une protéine porteuse qui est sous la dépendance de la vitamine D pour arriver au pôle basal où la sortie se fait par un mécanisme actif qui fait échanger, c'est-à-dire qui fait entrer le calcium et qui fait sortir le sodium ou le magnésium selon les besoins de l'organisme. Pourquoi il est saturable? Parce qu'il concentre l'ATP et il possède des sites de fixation. Maintenant, il existe une personne qui présente un manque de calcium qui peut se manifester du symptôme le plus simple qui est le fourmillement jusqu'aux fractures spontanées, c'est-à-dire la personne pour un traumatisme banal, il peut se casser un membre ou un os. À ce moment, il faut donner une supplémentation en calcium, c'est-à-dire on peut donner le calcium sous forme médicamenteuse. Ceci aussi s'observe chez les femmes à la ménopause. Les femmes à la ménopause, suite à une réduction de la production des hormones, ils vont fragiliser, il y aura une fragilisation de l'os de la femme, d'où l'importance de faire une supplémentation en calcium. Maintenant, si la personne présente une anémie et si elle présente du calcium, on ne peut pas les donner les deux en même temps, il faut espacer. Parce qu'il y aura un mécanisme de compétition pour leur absorption au niveau de l'intestin. Je vous donne un exemple. Par exemple, une personne anémique et elle prépare des épinards, elle met des fromages au niveau des épinards. À ce moment, elle ne va pas bénéficier du fer des épinards, ni du calcium des fromages. Donc, il faut prendre toujours le fer et le calcium séparés pour éviter les mécanismes de compétition. Passons à la digestion et l'absorption des glucides. Les glucides est un élément très important. Pourquoi? Parce que c'est la première source d'énergie et fournit moins de déchets. Notre organisme a besoin de glucose pour donner de l'énergie pour son fonction, surtout la cellule nerveuse. Seuls les monosaccharides, bien sûr, on sait que le glucose est apporté sous forme d'amidon et de glucogène, c'est-à-dire des molécules complexes. Par l'alimentation, il y aura une transformation. Pourquoi? Parce que seuls les monosaccharides peuvent être absorbés par les endocytes, ce qui implique une digestion complète. Pour arriver d'un amidon, une molécule d'amidon, à un glucose simple, il faut un monosaccharide, il faut une dégradation totale. Les différentes étapes de la digestion des glucides. À partir de polysaccharides apportés par l'alimentation, comme par exemple l'amidon, sous l'action de l'amylase salutaire et l'amylase antipatique, il y aura un début de digestion au niveau de la lumière digestive pour donner des disaccharides et des trisaccharides, qui sont le maltose, lactose, sucrase et isomaltase. Ensuite, ces di et ces trisaccharides vont subir l'action des enzymes intestinales de la surface, c'est-à-dire les enzymes de la bordure glucose pour être dégradés en monosaccharides. Le glucose sont exclusivement absorbés, les glucides sont exclusivement absorbés sous forme de monosaccharides. 50% de l'amidon peut être déjà digéré avant d'arriver à l'intestin grêle sous l'action de l'amylase pancréatique. Voilà le schéma qui montre les molécules de sucre ou de polysaccharides. L'amylase est déversée directement à partir du pancréas vers le duodénum. Au niveau du duodénum, on aura la libération
des oligosaccharides, des di et des trisaccharides, qui vont entrer en contact direct avec l'entérocyte pour être transformés ou pour libérer surtout le glucose qui sera absorbé par l'entérocyte. L'action de cette amylase pancréatique se fait par hydrolyse de la liaison alpha-1,4. Elle va produire des disaccharides au lieu des di et des polysaccharides parce qu'il n'y a pas une digestion complète. L'importance majeure de la digestion de l'amidon et du glucogène, c'est-à-dire elle joue un rôle très important dans la digestion de l'amidon et du glucogène. L'amylase pancréatique, elle est très puissante, elle agit sur la liaison alpha-1,4 et pour produire des di et des polysaccharides. Maintenant, la digestion au niveau des enzymes de la bordure en brosse. On a dit que l'entérocyte possède des enzymes. Ces enzymes, la digestion est médiée par des enzymes synthétisées par la bordure en brosse des entérocytes. À partir des disaccharides, il y aura la formation des monosaccharides. Voilà, ce schéma présente à peu près l'entérocyte. Son pôle apical où il y a les microvillosités. Ces microvillosités contiennent des disaccharidases, qui dit saccharidases, c'est-à-dire vont agir sur le sucre, des dipeptidases et des aminopeptidases qui vont agir sur les protéines. Voilà. Les disaccharides, on a parlé des oligosaccharides. Maltose, qui sera dégradé par une enzyme de la bordure en brosse pour donner 2 molécules de glucose. Lactose, qui va donner toujours sous l'action des enzymes de la bordure en brosse galactose et glucose. Le sucrose, qui va donner le glucose et le fructose. Donc, c'est au niveau des cellules de la bordure en brosse où il y a la transformation, on a dit, la digestion, elle commence grâce à l'amylase pancréatique et salivaire qui vont donner des oligosaccharides qui seront simplifiés ou dégradés par les enzymes de la bordure en brosse pour donner des monosaccharides. Une fois qu'ils sont dégradés, comment ils vont passer de la lumière intestinale vers la circulation sanguine? À l'exception des nouveau-nés, il n'y a pas d'absorption de di et de tri ou de polysaccharides. Donc, chez les nouveau-nés, par l'immaturité des enzymes, il y a une exception où il va y avoir une absorption des sucres sous leur forme complexe. Les nouveau-nés ont une immaturité des enzymes, c'est-à-dire les enzymes ne sont pas matures. C'est cette raison qu'il est préférable d'allaiter les nouveau-nés, c'est-à-dire de donner le lait maternel, parce qu'il a une composition plus simple et plus facile à digérer. Et l'autre, le lait artificiel, il est un peu plus complexe. Donc, les nouveau-nés présentent une immaturité des enzymes. C'est pour cette raison qu'il y a des exceptions chez eux où il y a une absorption des sucres sous leur forme complexe. Donc, les monosaccharides sont essentiellement absorbés au niveau du duodénum et de jéjunum. Il existe 2 genres de familles qui vont favoriser le transporteur, 2 familles qui vont favoriser le transport des glucides. Il existe le SGLT qui favorise une absorption active secondaire, c'est-à-dire ici active, dit consommatrice d'énergie, d'ATP, et le GLUT qui, grâce au GLUT, il y aura une diffusion facilitée, c'est-à-dire facile. Voilà. Ici, c'est la lumière intestinale. De l'autre côté, c'est les vaisseaux. Les monosaccharides, après la digestion des sucres complexes par les enzymes de la lumière et
C'est un cotransporteur qui fait intervenir le sodium et l'ATP. Et l'ATP. Donc, il y aura une absorption du sucre accompagnée d'une absorption du sodium. Ce transport est sous la dépendance de l'énergie. L'énergie est toujours sous forme de l'ATP. Chaque mécanisme de transport actif nécessite la présence de l'ATP. Donc, le glucose passe à l'intérieur de... Il y a des questions? Oui. Secondaire, pourquoi je dis secondaire? Parce qu'il fait absorber le glucose ou le sucre accompagné avec le sodium. D'accord? C'est pour cette raison qu'on dit secondaire. Secondaire, il est sous la dépendance de l'ATP, c'est-à-dire consommateur d'énergie. D'accord? Donc, il y aura le passage du sucre, de la lumière vers l'oxyde, accompagné d'un passage de sodium avec une consommation d'ATP par un transporteur appelé le SGLT. Maintenant, à l'intérieur de l'oxyde, le sucre va sortir de l'oxyde vers la circulation sanguine par une diffusion facilitée en présence de glucose, qui est le transporteur. De cette manière, nous allons voir que le sodium de l'oxyde sera expulsé radicalement vers l'autre côté par le pont sodium-potassium central et par conséquent, il sera suivi de l'H2O et du plomb. De cette manière, il y aura une absorption du sodium et de l'H2O accompagnée à une absorption des sucres. Donc, le pôle apical, c'est le SGLT, qui est un mécanisme de transport actif. Pour le pôle basal, c'est le GLUT, qui est une diffusion facilitée. C'est clair? C'est clair? Voilà, il existe bien sûr des familles de transporteurs qui sont numérotés. Pour le glucose, on a dit c'est le SGLT1. Regardez une molécule de glucose avec de sodium. Il va passer à l'intérieur de l'oxyde. Pour le glucose, c'est le GLUT5. Ici, c'est le GLUT5, ce n'est pas le SGLT pour le glucose. Et pour le galactose, c'est le SGLT1. Pardon? Du fructose. Oui, le fructose, c'est un transport facilité parce qu'il fait intervenir le GLUT5. Donc, à ce niveau, il y aura une exécution de 3 molécules de sodium contre 2 molécules de potassium grâce à la pompe sodium-potassium acépase qui change de configuration, c'est-à-dire elle fixe le sodium et elle tourne pour libérer le potassium à l'intérieur de la cellule et faire sortir le sodium. Elle est bien sûr consommatrice d'énergie. Et par la suite, les sucres vont passer grâce à un GLUT2 et ils seront expulsés vers la circulation sanguine. C'est clair? C'est clair? Les protéines. Les protéines jouent un rôle très important. Pourquoi? Parce qu'ils sont indispensables à la synthèse de l'enzyme, indispensables à la synthèse des immunoglobulines. Qui dit les immunoglobulines dit les mécanismes de défense, la protection de l'organisme contre les agents pathogènes, et ils sont aussi indispensables au renouvellement cellulaire, parce qu'à chaque fois, au niveau de notre organisme, il y a des cellules et qui seront remplacées par de nouvelles cellules. Donc, les protéines se trouvent dans, il existe des protéines d'origine végétale et des protéines d'origine animale. Les protéines d'origine végétale qui se trouvent dans les végétaux
et les protéines d'origine animale qui se trouvent dans la viande, le poisson, etc. Les besoins du sujet en protéines sont variables d'un sujet à un autre. Par exemple, un sujet qui fait une activité moyenne n'a pas les mêmes besoins qu'un sujet qui possède une activité importante. Un enfant qui est en pleine croissance, qui a besoin de protéines, possède plus de besoins qu'un adulte ou un sujet de 40 ans, 50 ans. Une femme enceinte, bien sûr, ou une femme qui allait a besoin de protéines plus qu'une femme normale. C'est pour cette raison que notre ration alimentaire doit contenir des protéines. Maintenant, les protéines sont apportées sous forme de chaîne peptidique, une longue chaîne peptidique, et ils doivent être dégradés et hydrolysés pour aboutir à des acides aminés, à des di et des tripeptides facilement assimilés. On a dit qu'il existe des endopeptidases et il existe des exopeptidases. Donc la digestion, elle se fait au niveau de la lumière toujours et au niveau des enzymes de la bordure en face. Les endopeptidases, ce sont les enzymes qui vont intervenir au milieu de la chaîne peptidique. Donc, ils vont libérer des polypeptides, mais avec un poids moléculaire moins important que la molécule primaire. Maintenant, pour les exopeptidases, ils vont agir aux extrémités et ils vont libérer des acides aminés ou des di et des tripeptides. Les endopeptidases sont surtout la pepsine. La pepsine, on a dit qu'au niveau de l'estomac, il y a une production de pepsinogène, une enzyme inactive qui sera transformée sous l'action de l'acidité en pepsine. Déjà, la digestion des protéines commence au niveau de l'estomac. Et la trypsine, l'élastase et la thyroxine, qui sont des enzymes contraires. On a dit que la trypsine est libérée, ils sont tous synthétisés et libérés sous forme inactive et ils seront activés par les entérokinases au niveau de l'intestin. La première enzyme activée, c'est la trypsine. Les trypsinogènes sont transformés en trypsine sous l'action des entérokinases. Puis la trypsine, elle va activer les autres enzymes. Donc, les pepsines, la pepsine, trypsine, élastase et thyroxine sont des endopeptidases, c'est-à-dire ils vont agir au milieu. Contrairement aux exopeptidases, il y a la carboxypeptidase qui est libérée toujours par le pancréas et il y a les aminopeptidases de la bordure ambrose. L'ensemble va libérer les acides aminés, les di et les tripeptides. Voilà. Le peptide, c'est en eau, c'est une longue chaîne d'acides aminés liée par des chaînes, par des liaisons peptidiques. On remarque qu'il y a une action monopeptidase qui va libérer des polypeptides avec une courte chaîne, et la carboxypeptidase et les acides aminés qui vont agir aux extrémités, la carboxypeptidase et les aminopeptidases qui vont agir aux extrémités pour libérer les acides aminés. Ils vont passer à l'intérieur de l'hépatite, puis vers la circulation sanguine, mais par quel mécanisme? Donc, ce sont des petits peptides plutôt que des acides aminés libres, qui sont la principale forme d'absorption des entérocytes. C'est-à-dire, contrairement aux peptides, où il y a une absorption seulement des monosaccharides, ici, il y a beaucoup plus. 67% sont libérés sous forme de petits peptides, qui dit petits peptides, c'est-à-dire di et des tri, et 33% sous forme d'acides aminés. Suite aux différents mécanismes de dégradation, il y aura la production 67% de petits peptides et 33% sous forme d'acides aminés.
les acides aminés libres sont absorbés par un cotransport avec le sodium. Les dipeptides et les tripeptides sont transportés par un transport actif dans le cytoplasme. Ils seront hydrolysés en acides aminés et sécrétés dans le sang. Donc, les acides aminés, il existe un cotransporteur avec le sodium. C'est comme pour les glucides, ce cotransporteur va fixer les acides aminés et il va fixer aussi le sodium. Donc, il y aura un passage d'acides aminés et de sodium à l'intérieur de l'océocyte. Et par la suite, pour les tripeptides, ils vont passer par un transport actif à l'intérieur de la cellule. Au niveau du cytoplasme, il y a des enzymes. Au niveau de l'entérocyte, il y a des enzymes qui vont les hydrolyser pour donner des acides aminés. Et on n'aura que des acides aminés à l'intérieur de l'entérocyte. Ils vont passer dans la circulation sanguine. Maintenant, vous imaginez, oui, le cotransporteur, il est consommateur d'énergie. Oui, les consommateurs d'énergie, oui. Le cotransporteur pour l'absorption des acides aminés avec le sodium, c'est un mécanisme consommateur d'énergie. Voilà, maintenant, vous imaginez qu'ici, il y a un manque d'absorption de protéines. S'il y a un manque d'absorption de protéines, donc il existe plusieurs pathologies qui peuvent donner un manque d'absorption de protéines, mais généralement, les malabsorptions ne sont pas sélectives, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une malabsorption du glucose seul, ou de protéines seul, ou de lipides seul, mais généralement, c'est un mécanisme associé qui donne un tableau que nous allons le voir dans la prochaine séance. Pour l'absorption de l'acide folique. L'acide folique est un élément aussi indispensable pour la synthèse de l'ADN. C'est une molécule qui est donnée pour la femme avant même la conception, c'est-à-dire avant même de penser à avoir des grossesses. Généralement, les femmes prennent de l'acide folique pour éviter les malformations du nouveau-né et pour favoriser une embryogénèse correcte. Donc, l'acide folique est aussi apporté par l'alimentation. Il se trouve surtout dans le foie, le rein, les œufs et même dans le lait. Cet acide folique, comment il est absorbé? Donc, l'acide folique, généralement, est absorbé au niveau de l'uréen et il passe dans la circulation. Il y aura des modifications, des transformations de l'acide folique. Il passe dans la circulation pour participer à la synthèse de l'ADN. On a aussi la vitamine B12. Oui. L'acide folique est un élément qui provient de l'alimentation. Il est indispensable à la synthèse de l'ADN. Il est donné chez les femmes qui désirent avoir un enfant avant même la conception. Et les femmes prennent l'acide folique pendant tout le premier trimestre, c'est-à-dire les 3 premiers mois de la grossesse. Il permet une embryogénèse correcte, c'est-à-dire qu'il évite les malformations, surtout cérébrales. Pourquoi? Parce qu'il favorise la synthèse de l'ADN. Il est apporté par l'alimentation, c'est-à-dire par le foie, le rein, la viande en général et même les œufs et le lait. Il est absorbé au niveau de l'uréen par un phénomène d'endocytose, et il subit plusieurs transformations au niveau du tube digestif pour être absorbé au niveau de l'uréen. Oui, il passe directement dans la circulation pour être utilisé. Pour la vitamine B12, la vitamine B12 est aussi indispensable pour la synthèse des globules rouges. Le manque de la vitamine B12 sera responsable d'une anémie dite l'anémie pernicieuse. Elle se voit lorsqu'il y a par exemple une réduction de la taille de l'estomac. Pernicieuse. L'anémie pernicieuse. L'anémie pernicieuse, elle se voit lorsqu'il y a une réduction
de la taille de l'estomac, par exemple, pour une personne qui présente une tumeur au niveau de l'estomac. Donc, on va enlever une partie de l'estomac. Il y aura une réduction de la production du facteur intrinsèque indispensable à son absorption. S'il n'y a pas de facteur intrinsèque, il n'y aura pas d'absorption de la vitamine B. Pourquoi? Parce que le facteur intrinsèque, il va protéger la vitamine B contre l'asphyxion du sucre gastrique qui est acide. Donc, il y aura une liaison facteur intrinsèque et vitamine B12 et elle sera absorbée au niveau de la première partie de l'intestin, contrairement au facteur intrinsèque, qui n'est pas forcément récupérée, peut être éliminée. Elle est absorbée au niveau de l'iléant et le facteur intrinsèque peut être éliminé parce qu'il y a une production normalement contenue par la cellule gastrique. Oui, la liaison du facteur intrinsèque avec la vitamine B12 lui donne une solidité. Elle devient plus forte, la vitamine B12, et elle ne sera pas dénaturée par l'action de l'acide chlorhydrique de l'HCl gastrique. Donc, on a dit qu'il existe des cas d'anémie qui sont dus soit à une réduction de la taille de l'estomac, soit une tumeur au niveau de l'estomac. Ces mécanismes vont réduire la production des facteurs intrinsèques et par conséquent une réduction de la production de l'absorption de la vitamine B12. C'est clair? C'est clair? Des questions? Pas de questions? Pas de questions? Non, elle n'est pas liposoluble, c'est une vitamine. Oui, les vitamines liposolubles sont les vitamines ADER. D'accord. Donc, ce n'est pas une vitamine liposoluble, mais pour être absorbée, elle a besoin du facteur intrinsèque qui va éviter sa dénaturation au niveau de l'estomac et il va la transporter jusqu'au niveau de l'iléon où elle sera absorbée. Oui, l'iléon. L'iléon, c'est au niveau de l'iléon, où elle est absorbée par les